Bienvenue à la table des coups cryptiques. Dans cette capsule, nous allons parler de Gods, le jeu de rôle Dark Fantasy de création française, publié par Arcane Asylum Publishing. Et vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il a récemment remporté, félicitations à lui, le Graal d'Or 2025. Voilà, jeu de rôle que je me suis procuré il y a quelques mois de cela, on va dire, après le financement participatif. Je l'ai acheté à l'occasion de Octogone. Ça y est, je m'en rappelle, Festival Octogone. Donc c'est vrai que moi je n'ai pas patienté parce qu'il a été un petit peu long à sortir. Je crois que ça a mis, un petit peu beaucoup, 4 ans je crois, peut-être un peu plus. Pour être livré, voilà. Et moi, je n'ai pas eu à supporter, je dirais, ce délai. J'ai pu me procurer l'intégrale Gods, j'ai tout pris, voilà. Et je vais vous en faire ma critique aujourd'hui. Je crois qu'on peut dire que Gods, c'est quelque part l'enfant terrible de Bastien Lecouf de Harme, qui est illustrateur de son métier et qui nous propose là son univers. Voilà, donc il a illustré son jeu de rôle, c'est son bébé que nous avons entre les mains lorsque nous avons Gods. Alors il n'est pas tout seul sur le projet, il est accompagné de Julien Blondel qui a fait bénéficier à Gods de son système Totem que vous pouvez retrouver en action aussi dans le jeu de rôle Vermine. Il est accompagné aussi d'autres mains pour l'écriture, Fabien Marteau, Aldo, Pénombre, Papacoda, avec donc à la relecture Olivier Larue. Bonjour Olivier. Et puis voilà, cartographie Olivier Sanfilippo avec de très belles cartes, feuilles personnages de Fabio que je trouve très jolies, Fabio Porfidia pour les feuilles personnages, voilà, et maquette et design de Matt Kram, voilà. Et nous avons évidemment à la direction de la publication Mathieu Saintou pour ce jeu de rôle de création française. Dans Gods, les joueurs vont évoluer dans un univers de dark fantasy. Ils incarnent des élus, des héros malgré eux, porteurs de la flamme d'anciens dieux oubliés de tous, et vont être amenés à jouer un rôle essentiel face à l'hégémonie d'un culte qui se développe de manière ascensionnelle, le culte du soleil noir, qui impose, ses règles, qui impose son ordre, sa loi par la corruption, par la violence ou par la séduction, et vos joueurs, eux, sont éveillés avec leurs personnages à, de nouveaux pouvoirs, des pouvoirs extraordinaires qui vont bien sûr semer le trouble, attirer l'attention du soleil noir, bien évidemment. Ils vont être pour cela craints par certains, adulés peut-être par d'autres, et vont évoluer au travers de terres sauvages pour, écrire leur histoire. Dès les premières pages, le bouquin va venir vous saisir, un peu à la manière d'une bande-annonce de film, très efficace, avec de belles illustrations, accompagnées de textes assez courts pour donner le ton. De rien vinrent les essences primordiales. Dommage, vous n'avez pas les dessins. Puis naquirent les premiers hommes adorant leur dieu. J'essaierai de vous mettre des captures, je ponctue. C'était le temps des grandeurs, des héros et des mythes. La mort est apparue alors, la guerre, les dieux devant agir contre la folie des hommes. Et à chaque fois, des illustrations qui accompagnent. Et parmi les ruines, les hommes implorèrent le pardon des dieux. Alors que les dieux disparaissaient dans la nuit profonde, l'oracle prédit leur retour dans 1 millier d'années. Rempli d'espoir renouvelé, l'humanité reconstruisit et retrouva la gloire perdue d'autrefois. Et par le sombre sacrifice, le prophète acheta la rédemption de l'humanité au Dieu du Dieu unique. Bienvenue dans le monde de Gods. Efficace. Une fois passé ce préambule, ce qui surprend, moi je trouve, c'est la maquette. On est assez loin de ce que l'on retrouve dans la plupart des jeux de rôle. Ici, on a opté pour une maquette qui se veut très sobre. À tel point, d'ailleurs, que si je retirais les images, je serais bien embêté pour savoir que l'on parle de Dark Fantasy si je ne m'intéressais pas au contenu des textes. Pour grossir un peu le trait, mais vous donner l'idée, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est tiens, ça me fait penser à la maquette d'un magazine de mode. Vous dire à quel point on est assez éloigné. Je vous mettrai des pages pour que vous puissiez juger par vous-même. Alors du coup, effectivement, on y gagne en lisibilité. Ça fait standing, ça fait classe, encyclopédique, très posé. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Moi, je trouve que dans les titres, en tout cas les gros titres, on aurait pu oser une typo un petit peu plus rock'n'roll, quelque chose qui sente moins le savon, mais un peu plus le graillon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, pourquoi pas ? Après tout, c'est un choix
soi, esthétiquement en tout cas, ça fonctionne, en tout cas c'est cohérent, c'est clair. On a un jeu de rôle là qui tient à nous développer un univers d'une grande densité, d'une grande richesse, un univers encyclopédique, je dirais, même dans la mise en page. Vous voyez, je suis en train d'y penser en même temps que je vous le dis. Cette mise en page, effectivement, fait penser un petit peu à une encyclopédie quelque part aussi. Alors, pour preuve de ce que je vous dis, c'est que sur les 450 et quelques pages, je crois, un petit peu plus, que compte le bouquin de base, c'est à la 260e page, voilà, que l'on va aborder le système de règles. Les pages précédentes vont être destinées tout simplement à nous développer cet univers avec force détail, peut-être un peu trop. Je vous dirai ce que j'en pense, en abordant effectivement le sujet des terres sauvages, la cosmographie de cet univers, et ensuite les différentes, cultures qui le peuplent, Babel, Khalistan, Hohol, je sais pas s'il se prononce bien, Seth, Tuhul, l'Empire du Soleil Noir, la Horde, TG et la République de Talos, Aon, Avorae, les Royaumes divisés, Vaelor, Valdheim. Donc vous voyez autant de cultures différentes qui nous sont présentées. Ensuite, les terres sauvages, quelques lieux emblématiques, et le développement d'anciens panthéons dont vont pouvoir d'ailleurs s'inspirer les joueurs pour créer leur propre éclat. Vous verrez de quoi il s'agit un petit peu plus tard. Et ensuite, évidemment, on enchaîne avec les règles, création de personnages, le groupe aussi, puisque il y a vraiment une emphase aussi qui est mise sur l'idée que on va créer un groupe. On crée d'ailleurs même un groupe avant de créer les personnages. Ensuite, les instincts, choisir son dieu, l'élu, les équipements, évidemment, les éclats, qu'est-ce que c'est, les faveurs, magie et bestiaire. Voilà. Donc voilà ce qui va être abordé dans ce livre-là. On va rentrer un petit peu plus en détail maintenant sur la manière de nous présenter ces différentes cultures et ces différents pans encyclopédiques, je dirais, dans ce jeu de rôle. J'ai positionné le livre devant moi pour accompagner cette présentation. En préambule, l'auteur va nous donner une présentation panoramique quelque part des terres sauvages, et je trouve ça fort appréciable plutôt que de rentrer directement dans le détail. Il va d'abord nous donner une vision un petit peu globale. Donc qu'est-ce que les terres sauvages, avec un texte notamment qui a vocation à nous mettre essentiellement dans le ton, dans l'ambiance, quelque chose d'assez littéraire, et ensuite va être présenté le nord, qu'est-ce qu'on y trouve, au sud, qu'est-ce qu'on y trouve, à l'est, etc. Les déplacements aussi, d'accord, comment ils fonctionnent dans ces terres sauvages, puisque les déplacements sont considérés comme étant très dangereux en dehors des cités, au milieu de ces terres, la faune et la flore qui y sévit. On a aussi des encarts qui nous permettent à l'auteur de rentrer de l'ordre dans l'anecdote, notamment d'apporter un supplément d'informations, voilà, qui vont être placés, ces cadres-là, à différents endroits du texte sur fond noir avec un liseré bordeaux pour l'entête. Voilà. Bon, c'est fort appréciable, ça se lit bien. Après, moi, c'est dans le style, vous verrez, j'en parle un peu plus tard, où j'ai un peu plus de mal, non pas dans le contenu, je trouve que les informations sont très intéressantes, il y en a un petit peu trop à mon goût, mais là pour l'instant je dirais on n'est pas encore sur la surabondance, parce qu'on a une vision assez panoramique et je dirais assez synthétique qui, moi en tout cas, me satisfait. Voilà. Ensuite, on va développer la communication, les langues dans les terres sauvages, quelles sont les différentes langues parlées. Il y a un effort très particulier, je trouve, qui a été fait sur la manière de nommer ces langues, de la manière de nommer les personnages, puisque en fonction des noms qui sont utilisés, on arrive avec en naviguant dans cet ouvrage et avec l'expérience qui s'y joint, à identifier si l'on parle d'un habitant de Tuhul ou si l'on parle d'un habitant de la Horde ou d'Avorae. On a vraiment un effort qui a été fait sur les consonances qui ont été utilisées pour être vraiment cohérent avec l'univers que l'on développe, et ça c'est vraiment fort appréciable. Pour donner force et cohérence à son univers, l'auteur n'hésite pas à développer un calendrier avec force détail, il ne s'épargne pas, puisqu'il va imaginer un calendrier assez éloigné d'une autre d'ailleurs dans son rythme et son fonctionnement, ce qui est pas forcément simple. Je sais pas si j'aurais pas préféré quelque chose d'un peu plus calqué sur ce que nous connaissons, de manière à pouvoir, je dirais, facilement identifier les différentes périodes. Là, ça va être un petit peu plus compliqué, mais au moins ça a le mérite, pour le coup, d'être, je dirais, d'exister, et en tout cas d'être
tellement détaillé que finalement ça rend ce monde très cohérent, très crédible. Voilà, il va nous développer un temps comportant 39 jours, divisé en 3 semaines de 13 jours. La première semaine d'un temps est celle de l'eau, la seconde du feu, la troisième du sang, et après il va détailler les maisons et les temps avec le signe, donc exemple le signe du loup, l'essence associée, alors ça peut être la terre, le soleil, etc., le métal ou le minéral associé, la couleur associée, donc vous voyez, on va assez loin, et ça peut nous donner du coup des dates, je trouve, qui sont très crédibles, comme voilà, le 4e jour du sceptre de sang, c'est en fait le 147e jour de l'année, hein, de l'an 10 du règne de Téronis. Voilà. Donc ça claque, effectivement, ça sonne. Pour le coup, là où ça va être un petit peu compliqué, ça va être tout simplement pour, je dirais, se projeter et identifier un rythme calendaire qui va peut-être manquer un peu de parallèle avec notre propre rythme, ce qui fait que ça peut être parfois délicat un peu de s'imaginer ça, mais bon, au moins pour le coup c'est développé et c'est riche, vous voyez, et il va à chaque fois rentrer dans les différents signes, par exemple le signe du loup, en rentrant pour ce signe-là et pour chacun des autres signes qu'il va développer, l'astrologie, les fêtes associées. Alors, on va prendre ensuite le signe de l'enfant, l'astrologie, hein, ceux qui naissent sous le signe de l'enfant sont souvent sensibles, etc. Quelles fêtes vont être associées? À Valdeim, par exemple, on célèbre les 13 jours d'Ostala pendant l'enfant de feu. C'est un temps dédié aux festins et aux beuveries. En Babel, les jeunes hommes et femmes se jettent nus dans les eaux du Cire pour se purifier et recevoir le sacrement de l'enfant durant le premier jour de l'enfant d'eau, pardon. Tout ça, ça va être effectivement une très belle matière pour qui voudra s'en emparer et faire vivre ce jeu de rôle-là. Mais ça veut dire aussi que ça va demander beaucoup de travail aux meneurs pour pouvoir développer, je dirais, simuler cet univers-là avec la force de détail qui est là. Et ça peut même être un petit peu intimidant, donc je ne le conseillerais pas à des maîtres de jeu débutants, quoi qu'on en dise, puisque je trouve que là, si on veut rendre force et justice à tout ce qui a été développé là, et qu'on veut le jouer, il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. Donc il va y avoir, pour ceux qui veulent mettre en place des scénarios sur cet univers-là, beaucoup à lire, à digérer, beaucoup d'informations, un peu trop à mon sens, vous verrez, je vais développer. Mais en tout cas, on peut pas dire que ce soit avare en information. Pour donner force à son univers, l'auteur va développer de manière assez poussée, je trouve, les différentes cultures qui évoluent au sein des terres sauvages. Il va se concentrer sur chacune d'entre elles en nous donnant des éléments de son histoire, des éléments relatifs à ses rites, ses croyances, ses coutumes, sa manière de vivre, sa manière même de se vêtir, comment la société fonctionne, comment elle est structurée. Et c'est fait effectivement avec force détail, avec des paragraphes, je dirais, assez costauds, hein, peut-être un peu trop à mon sens, ce qui fait que pour chacune de ces cultures, il va pas être forcément simple, je dirais, de la maîtriser, de l'appréhender, de véritablement la mettre en mouvement. On rentre un peu dans le côté syndrome du magasin de porcelaine, c'est-à-dire qu'on m'en donne tellement que quand moi, maître de jeu, je vais devoir faire bouger cet univers, l'émuler un petit peu, j'ai finalement assez peu de place parce que beaucoup de choses sont posées, peut-être un peu trop. Et je trouve que le défaut de ça, c'est qu'on laisse assez peu de place finalement au maître de jeu, parce qu'on a une surabondance d'informations qui fait que le maître de jeu risque d'être intimidé, en tout cas le maître de jeu débutant, ce sera le cas, par tout simplement émuler cet univers-là, parce qu'il y a beaucoup d'informations, en plus présentées de manière littéraire, c'est-à-dire qu'on est sur une présentation, je trouve, qui est intéressante quand on lit un ouvrage qui va traiter effectivement historique, qui va traiter d'une culture, mais à un moment donné, c'est intéressant aussi d'avoir une organisation des informations qui puisse nous permettre de mettre ça en action. Et là où ça va être compliqué, c'est que pour chacune des cultures, on va pas du tout avoir la même manière de les présenter. Parce que elles n'ont pas, je dirais, la même spécificité, et donc on va présenter ces cultures, ces différentes cultures, sous l'angle de ce qui les caractérise et de ce qui les rend spécifiques. Alors pour certaines, ce sera leur histoire, pour d'autres, ça va être leur rite, pour d'autres encore, ça va être le fait qu'il y a plusieurs tribus, pour d'autres encore la hiérarchie, la manière dont est structurée la société, mais le fait qu'on ne respecte pas un parallélisme, je dirais une même présentation, une même charte de présentation pour chacune de ces cultures, fait que elles vont être parfois difficiles à, je dirais, comparer l'une par rapport à l'autre. Alors c'est peut-être pas le but recherché, mais du coup ça rend, je dirais, leur appréhension un petit peu compliquée.
Heureusement, pour autant, je dirais ce qui va permettre quand même une identification un petit peu plus facile, c'est que dans bon nombre de ces cultures, on voit le parallèle évident avec des cultures que nous connaissons. C'est-à-dire que, évidemment, chacune de ces cultures, un peu comme l'a fait Howard lorsqu'il a développé l'univers de Conan, ben voilà, on va comprendre que telle culture s'inspire de l'empire grec, que telle autre va s'inspirer de la culture viking, que telle autre va s'inspirer tout simplement de notre Moyen-Âge européen. Bon, voilà, et tout ça, heureusement, va permettre, je dirais, à chacun et chacune de se projeter ces cultures-là de manière plus facile et du coup, effectivement, de rentrer dans les spécificités, hein, puisque, évidemment, vous doutez bien que c'est pas un copier-coller de nos cultures qu'on va retrouver là, mais évidemment, quelque chose de plus compliqué que cela. Preuve de la quantité de travail qui a été abattue, là, moi, je trouve, alors ça peut paraître anodin, mais moi, je pense que ça l'est pas, c'est sur les noms. Il y a une justesse véritablement perceptible pour le coup des sonorités, c'est-à-dire que l'auteur nous présente pour chaque culture des patronymes qui sonnent très très justes. On entend véritablement, je dirais, la culture à laquelle appartient chacun de ces patronymes. Il nous explique même pour certaines cultures comment ces patronymes sont construits, comment sont construits les noms de famille pour donner véritablement, encore une fois, de la crédibilité à ces peuples, à cet univers-là. Voilà, mais encore une fois, voilà, ce qui va créer un effet inverse, c'est-à-dire que cette richesse peut devenir intimidante parce que peut-être, à mon avis, un petit peu trop d'informations. Et encore une fois, je comprends tout à fait l'idée d'avoir voulu rester plutôt dans une présentation littéraire, mais je trouve que ça a ses limites. Ça fonctionne dans un ouvrage de littérature pour le coup, mais en jeu de rôle, je pense qu'il ne faut pas oublier l'appropriation que va pouvoir en faire le meneur. Et c'est vrai que là, le fait de ne pas présenter sous une même construction chacun des peuples va faire que ça va être un peu difficile parfois de passer de l'un à l'autre parce que on va pas avoir la même manière de les présenter, de les aborder. On va tous les présenter sous un spectre ou sous un angle différent en fonction de la spécificité de ces cultures-là. J'en profite pour faire un détour par la case illustration. On a un jeu de rôle effectivement abondamment illustré. Je pense que le fait que l'auteur principal soit lui-même illustrateur n'y est évidemment pas pour rien. Alors même si c'est lui qui signe la plupart des illustrations, je sais qu'il y a d'autres illustrateurs qui sont venus prêter main forte, on le voit, hein, puisque il y a une différence sur certaines illustrations. Mais pour le coup, ces travaux sont assez cohérents, ce qui fait que tout fonctionne bien ensemble. En tout cas, on a une certaine homogénéité, une certaine uniformité et une cohérence de tout cela. Et ça, c'est appréciable. J'apprécie, moi, quand au niveau graphique, il y a une cohérence. Je trouve que ça donne de la force à l'univers. Et là, on y est. Alors, après, question de sensibilité, c'est vrai que moi, le style photo-bashing, je suis un peu moins sensible. Hein. Le photo-bashing, ça consiste à, pour faire simple, je dirais, réaliser ces illustrations sur base de photos ou d'éléments 3D sur lesquels on va venir repeindre. Et ça se sent effectivement sur certaines illustrations. Alors je pense pas que le but soit de le dissimuler du tout, mais c'est juste qu'au rendu final, moi je suis un peu moins sensible à ces illustrations là. Et aussi je trouve que sur certaines illus, on a le bouton là, le potard des noirs qui a été poussé un petit peu fort, ce qui fait que on a des fois des illustrations dans lesquelles on a beaucoup de noir. Alors il y a un côté clair-obscur intéressant, mais quand c'est trop poussé, du coup, on perd complètement en détail. Alors après, ça peut être aussi, je suis pas complètement couillon, hein, un outil, une manière intéressante, je dirais, de gagner du temps sur l'illustration, hein, puisque tout ce qui est plongé dans le noir absolu, c'est noir, hein, ça demande un peu moins de travail, ça fait gagner du temps. Et ça permet peut-être de sortir plus de dessins, mais c'est vrai que moi j'aurais bien aimé, voilà, que certaines illustrations que je vois vraiment plongées dans une obscurité très dense, que ça reste sombre, mais qu'on ait un petit peu plus de lisibilité, voilà, qu'on perçoive un petit peu plus de volume, de texture. Et là pour le coup, on a certains personnages dont on perçoit vraiment que le haut du corps et tout le reste est dans l'obscurité. C'est un petit peu dommage, mais sinon effectivement on a quelque chose qui chatouille la rétine, hein, y a pas de souci. Alors moi je suis particulièrement sensible pour les illustrations, là celles que j'ai vraiment
vraiment apprécié. Il y a Anastasia, Balakshina, que je trouve vraiment pour le coup intéressante en termes d'illustration, et Sergei Vasnev, voilà, c'est les deux illustrateurs là qui je pense m'ont peut-être le plus touché là ici sur ce bouquin. Mais en tout cas, voilà, très beau travail d'illustration, pas de souci là-dessus. Après nous avoir présenté les peuples, eh bien l'auteur va nous décrire quelques lieux emblématiques des terres sauvages. Voilà, on va retrouver Akontistis la défiante, vous voyez, encore un nom je trouve qui sonne original quoi pour le coup, hein. Alba, la croix du Septentrion, voilà, autre lieu, Nalé, le berceau, Alichar, la chatoyante, enfin je trouve que tous ces noms-là ouvrent l'esprit, en tout cas donnent à imaginer. Et ces présentations vont simplement être constituées d'un texte, voilà, un paragraphe, et une présentation littéraire du coup de ces lieux. Alors intéressant, puisqu'on est sur une présentation littéraire, et je trouve ça raconte de la philosophie, pour moi, du jeu, qui se veut peut-être mettre l'emphase sur la narration, la description, plutôt peut-être que sur les mécaniques complexes. Vous verrez pourquoi je vous dis ça plus tard. Au sortir de la présentation de quelques lieux emblématiques, hein, sur cette partie plus succincte, l'auteur va aborder les anciens panthéons, donc un chapitre dédié donc aux plus importants panthéons des terres sauvages, des dieux donc qui se sont détournés des mortels, hein, c'est important pour l'univers du jeu. Là, pour le coup, on va présenter ces différents dieux en suivant le même processus de description, c'est-à-dire titre, ensuite statut, ensuite aspect, domaine, essence primaire, essence secondaire, désir, interdit, et on va retrouver, je dirais, ce même tableau, cette même organisation de la présentation pour chacune des divinités. Là, pour le coup, au contraire des peuples où, je dirais, on se laissait guider plutôt par la plume et le côté narratif, hein, le côté littéraire, là, on va organiser ces informations-là de manière plus pragmatique, ce qui est pas inintéressant et peut-être plus efficace, là, pour le coup, pour se les approprier. Pour faciliter la navigation, les dieux vont nous être présentés en fonction de la culture dont ils relèvent. Par exemple, si je prends la Horde, on va s'intéresser donc au panthéon du don céleste, d'accord? Alors, après un texte préambule, on va s'intéresser au dieu Vur-Tulgur, au dieu Ulchin, au dieu Medlek, au dieu Tsalvar, voilà, et ainsi de suite. Et on va faire la même chose pour Avorae, le pilier sacré. On va parler de Veldenzil, et là, avec les 7 sacrilèges de Veldenzil, là, pour le coup, on a un seul dieu qui nous est présenté. Pour les royaumes divisés, on va s'intéresser au panthéon de Cetomagus, hein, avant de devenir un royaume puissant au début du 2e âge, puis de s'effondrer. Les royaumes divisés étaient très proches de la future Avorae, bien que leur pays fût plus structuré. Et là, on va retrouver plus de dieux. Kernoudos, Cernounos, voilà. Comprenez le parallèle sur les sonorités, hein, vraiment un beau travail sur les noms. Carnut, Maro, Moko, Blédaros. Vous voyez, c'est des sonorités qui sonnent encore différentes de celles que j'avais pour l'autre culture. Donc là, pour le coup, beau travail, je trouve, sur la présentation de ces différents dieux. Avant d'aller plus loin dans la présentation du livre, et notamment les règles, hein, vous allez voir un gros morceau, j'aimerais m'appesantir avec vous sur le style, la manière dont tout ça est écrit. Et alors je sais que la plupart des critiques ont été plutôt dithyrambiques, je suis désolé, mais moi j'ai trouvé ça un peu trop verbeux et même des fois maladroit. Je vais essayer de vous donner quelques exemples pour illustrer le propos. Par exemple, les dieux foulaient les terres sauvages, mais ils ont disparu et emporté avec eux l'âme du continent. Le culte du soleil noir a su emplir ce silence soudain par les mots de son prophète. Superbe. Là, moi, je trouve, voilà, la phrase est belle. J'aime l'idée de remplir le silence soudain. Je trouve que l'image est belle. Mais certains affirment qu'ils entendent les anciens dieux chuchoter à nouveau dans le vent et les flammes, dans le claquement d'un marteau qui tombe sur l'enclume. Alors, ça a l'air d'être un détail, mais marteau qui tombe, c'est pas heureux, quoi, parce que tomber, c'est passif. J'aurais préféré marteau qui s'abat sur l'enclume. Le forgeron, il laisse pas tomber son marteau, il l'abat, vous voyez? Bon. Voilà, autre exemple. Les dieux choisissent leurs héros. Ils choisissent ceux qui, parmi les mortels, seront leur bouche et leurs mains. Déjà, moi, je trouve pas ça très heureux. C'est-à-dire qu'ils seront leur bouche et leurs mains.
je sais pas, qui seront leurs messagers, par exemple, ou leurs bras armés. Je trouve ça, je sais pas, un peu plus évocateur, plus joli, quoi. Je trouve que ça sonne mieux. Et puis en plus, voilà, la répétition. Les dieux choisissent leurs héros, point. Ils choisissent ceux qui parmi les mortels. Les dieux choisissent parmi les mortels ceux qui seront nanani nanana, vous voyez. Donc là, voilà, c'est verbeux, quoi. Voilà, Gods invite les joueurs à incarner ces hommes et femmes d'exception, des élus pouvant entendre la voix des anciens dieux. Les personnages qui portent tous un éclat sont des agents du réveil des anciens dieux 2 fois. Leurs actions permettent aux divinités disparues de regagner leur ancien pouvoir. Ensuite, je vais à un autre paragraphe. Les élus entendent la voix des dieux. Mais je sais qu'ils entendent la voix des dieux puisque j'ai dit il y a 3 lignes, des élus pouvant entendre la voix des anciens dieux. Vous voyez, c'est verbeux. Et du coup, c'est un peu fastidieux à lire, un peu fatigant. Et je sais pas, je trouve que là, ce qui est dit en 10-15 lignes, on peut le dire en 3, quoi. Et ça suffit largement. Ça évite de se noyer dans force détails qui ne donnent pas plus d'informations, mais qui, au contraire, c'est plutôt pas très bien écrit, moi, je trouve. Et puis c'est redondant. Bon, 3-4 lignes plus loin. Afin de communiquer avec leurs élus, les anciens dieux projettent un fragment de leur esprit dans les objets faits de mains d'hommes. Je sais pas, moi, je trouve pas que ça sonne très bien, quoi. Des objets façonnés par l'homme, je sais pas, c'est plus simple, c'est plus efficace, je trouve. Les guerriers Valkyres tentent d'attirer l'attention de Varna, la mère des glaces, en renouant avec leur tradition de feu et de sang. Les Avoréens écoutent avec attention les prophéties des druides. Le peuple de Sabbat regarde le saccage des statues et des idoles anciennes remplacées par des représentations de l'unique et de son prophète. Le peuple de Sabbat regarde le saccage, vous voyez, regarde le saccage, pareil. Avant c'était bien, et là, pouf, maladroit. Regarde un saccage, je sais pas, ça sonne pas, quoi. Le peuple de Sabbat assiste impuissant au saccage de ses anciennes idoles remplacées par des représentations de l'unique et de son prophète. Je trouve que ça sonne mieux, quoi. Parfois, le style fonctionne, moi, je trouve. Les humains bâtissent des civilisations sur ce qu'il reste des ruines des anciens hommes. Les fondations cyclopéennes de leurs anciens temples servent de base à de nouvelles constructions. Des blocs massifs de pierre sculptés, des arches vertigineuses, des tours tendues vers le ciel comme autant de témoins de cette grandeur passée. Voilà, là, il n'y a rien qui accroche. Là, ça fonctionne. Des escaliers aux marches démesurées descendent jusqu'à des corridors poussiéreux, fermés d'une porte barrée d'acier et gravée de symboles ésotériques. Bon, là, le « et », il est pas utile, je pense pas. Formé d'une porte d'acier gravée de symboles ésotériques, peut-être un peu plus fluide. Oh, je chipote. Des châteaux engoncés entre les racines des montagnes, grouillant de corbeaux dont le silence soudain résonne comme une mise en garde. Voilà. Bon, voilà. Des fois, il y a des passages très jolis, mais du coup, ça contraste aussi avec d'autres passages où c'est un peu patatras, vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve ça dommage parce que les images sont toujours belles, c'est juste dans la manière de les présenter où ça se prend de temps en temps, moi je trouve, c'est personnel, un peu les pieds dans le tapis. Et puis des fois c'est verbeux, c'est-à-dire que on va dire 2-3 fois la même chose mais de manière un peu différente. Est-ce que c'est vraiment utile, quoi? Le culte étend sa domination en infiltrant la politique et le pouvoir par la finance et l'intimidation. Dans les campagnes, le culte n'hésite pas à se montrer plus brutal encore. Il n'est plus rare de découvrir des cadavres empalés au croisement des routes. Le culte laisse ses corps pourrir afin de montrer ce qu'il advient lorsque l'on rejette la conversion. Chaque cadavre porte le symbole du soleil noir gravé ou brûlé dans la chair. Le culte. Répétition, quoi. Voilà, je trouve que c'est un peu lourd. Et c'est dommage parce que l'image est belle, je comprends ce que ça raconte et ça a force d'évocation, super. Mais c'est maladroit, je trouve. Voilà. Je vais le réécrire. Voilà, je vais le réécrire, tiens. Bon voilà, ça m'a pris 3 minutes. Bon, je suis pas un génie, mais simple, quoi. Voilà, pour éviter le culte. Donc j'ai réécrit un peu le truc. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai mis? Voilà. Le culte étend sa domination en infiltrant la politique et le pouvoir par la finance et l'intimidation. Dans les campagnes, et il n'hésite pas à se montrer plus brutal encore, et il n'est pas rare de croiser au détour d'un chemin des cadavres empalés, le symbole du soleil noir incrusté dans leur chair, comme témoignage de ce qu'il en coûte à quiconque refuse de se convertir. J'ai dit la même chose, mais voilà, j'ai évité de dire le culte, c'est plus ramassé. Voilà, je pense qu'il n'y avait pas besoin de faire très compliqué et qu'on pouvait faire un peu moins verbeux et un peu plus efficace tout en gardant, à mon avis, la force d'évocation. Bon voilà, on va pas faire tout le bouquin, Voilà, là j'étais sur les pages 22-23, mais vous avez compris l'idée, quoi. Alors, bon, on peut penser que ce que je dis, c'est de l'ordre du détail, ou voire même que mes propositions de reformulation sont un peu nazes, mais
c'est pas fluide à l'oreille, quoi. Ça se prend un peu les pieds dans le tapis, alors que les images sont belles. Donc voilà, c'est ce que je disais. Quand je vous disais verbeux et un peu redondant, voilà, c'est ça que je pointe du doigt, et qui, à mon avis, dessert la proposition. C'est-à-dire que dégraisser pu être encore plus impactant, quoi. Voilà, et un peu moins se perdre. Voilà. Concernant les règles, on est sur une itération du système Totem pour Gods, donc système Totem qui est à l'œuvre dans Vermine, jeu de rôle, donc système de Julien Blondel, que je ne connaissais pas, et que j'ai découvert avec Gods. Alors, principe assez simple, on va avoir un panel de D10 à lancer, vous allez voir, donc j'ai un score de caractéristiques, ça peut aller de 0D à 3D, voire davantage pour les créatures exceptionnelles, en voilà, puissance, résistance, précision, réflexe, voilà, tous ces éléments-là vont me donner un panel de dés, auquel je vais ajouter, en fonction de mon niveau de compétence, tout simplement des D10 de compétences, donc on reste toujours sur du D10, c'est appréciable, hein, voilà, on a du D10, on reste sur une logique D10, et là, en fonction du niveau que j'ai dans ma compétence, je vais pouvoir bénéficier de dés supplémentaires, voire aussi de relances supplémentaires. Là où la feuille personnage est bien faite, c'est que par un système de picto, on identifie assez facilement le nombre de dés bonus que je vais pouvoir jeter et le nombre de dés relance dont je vais pouvoir bénéficier. Donc ça, mention spéciale, très bonne synergie entre les règles et la feuille personnage. Là, on va retrouver un petit peu, encore une fois, un peu de maladresse de rédaction, je trouve, vous allez voir. On a un système de difficulté que va poser le MJ. Exemple, voilà, seuil de difficulté 5, c'est facile, 7, c'est difficile, 9, c'est très difficile. C'est-à-dire que tout dé qui va atteindre ou dépasser cette difficulté, c'est considéré comme une réussite ou un succès. Alors, vous allez voir, le terme est important, succès, réussite, c'est pas anodin. Exemple, et là je vous lis tel quel. Si un joueur lance 3 dés contre une difficulté de 5 et obtient 3, 5 et 8. L'action est non seulement un succès, mais le 5 et le 8 lui octroient 2 réussites. Et là, ça crée un peu la confusion. Pourquoi ? Alors moi, je comprends, et je pense que la plupart vont comprendre. Mais pourquoi ça crée une confusion là où on aurait pu s'en défaire ? C'est que l'action est non seulement un succès. Le fait de dire un succès et par ailleurs de dire que ça octroie par ailleurs 2 réussites, je me retrouve avec 3 trucs. J'ai 3 trucs et pourtant j'ai que le 5 et le 8 qui ont a priori dépassé ou atteint le seuil. Hein. La difficulté est de 5, je fais 3, 5, 8. Alors je comprends pas, j'ai 2 réussites. Alors si j'ai 2 réussites, il est où mon succès supplémentaire ? Non, j'ai pas de succès supplémentaire, c'est juste que l'action est réussie. Mais le fait de dire l'action est non seulement un succès, ça crée un peu la confusion dans l'esprit, on se dit un succès, 2 réussites, et pourtant j'ai que 2 dés qui atteignent la valeur, vous voyez ? C'est pas très heureux dans la rédaction. Bon. Ces jets de dés peuvent être assortis de bonus ou de malus. Bon, très bien, c'est-à-dire que, imaginons, j'ai un équipement adéquat, je vais pouvoir rajouter un dé. Voilà, une circonstance favorable. Je suis blessé, je vais perdre un dé. Bon, donc je peux ajouter des bonus et des malus. Plus loin, on nous explique que on peut aussi prendre en considération des handicaps. Vous allez voir la subtilité. De nombreuses circonstances défavorables, obscurité, pluie, etc., peuvent venir compliquer la tâche d'un personnage. Ces facteurs sont représentés non pas par une augmentation de la difficulté de l'action, donc le fameux moins 1 dé, moins 2 dé dont j'ai parlé tout à l'heure, mais par l'augmentation du nombre de réussites nécessaires à son succès. Du coup, je comprends ce qui est dit là, mais je pense que ça aurait été bien de le verbaliser plus directement, plus simplement. On comprend qu'il s'agit de circonstances défavorables extérieures, on le devine, mais je pense que c'était important de le signaler là, et de faire la différence entre les circonstances extérieures qui vont devenir se transformer en handicap et non pas en malus. Alors qu'une blessure, c'est pas extérieur au personnage, il est blessé, c'est ce qui va faire qu'il va avoir un malus. Vous comprenez la subtilité entre le malus et le handicap. Bon, voilà, je trouve que là, encore une fois, c'est pas très clair, quoi, ça aurait pu être mieux verbalisé. En plus de ça, voilà, le degré d'un handicap est exprimé en nombre de réussites supplémentaires. Mais encore une fois, c'est pas très instinctif, je trouve. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai un handicap de 1, ça veut dire qu'il faut que je fasse 2 réussites. Une réussite de plus. Donc, un handicap 1, c'est 2 réussites. 1, 2, vous voyez ? Bon, on s'y fait. Je suis d'accord, je suis en train de chipoter. Mais, c'eût été plus simple, peut-être, de dire, enfin, moi, je sais pas, de dire, par exemple, un handicap 1 enlève un succès. Voilà, handicap 2, tu perds de succès. Donc ça veut dire instinctivement, tu comprends qu'il faut que t'en fasses 3 de succès. Mais je trouve que, pourquoi ne pas l'avoir verbalisé comme ça ? Je trouve ça plus simple. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça plus simple, vous voyez ? C'est ces petites touches-là, voilà, qui sont
un petit peu patatras dans la manière de présenter les règles, mais voilà, bon, on le comprend, voilà, il y a pas de souci non plus majeur, mais voilà, tant qu'à faire, voilà. Je suis sévère, mais parce que j'aime tellement la proposition, j'aime tellement le jeu que ces petites choses là, ces petites accroches, je trouve ça un peu dommage. Autre mécanique de notre système, la mécanique de réserve. Les joueurs à titre individuel vont disposer de réserves. Ces réserves, c'est intéressant, ça sert à retranscrire le stress, la pression, la fatigue. Donc moi, ça me va très bien. On va puiser dans ces réserves, notamment pour pouvoir réussir des actions. Ça va être la part, je dirais, variable, la part de maîtrise que va pouvoir avoir le joueur pour se dépasser. Je trouve ça toujours intéressant. Donc une réserve de sang-froid, ce sont des dés que le joueur va pouvoir jeter en plus avant de jeter son action, ou alors une réserve d'effort, ce sont des dés que le joueur va pouvoir relancer une fois que son jet de dés est effectué pour essayer d'obtenir les succès qu'il attend. Donc 2 jauges de réserve, très bien. Si ces réserves sont épuisées, eh bien ça va se traduire par des malus sur les actions physiques ou mentales, voire les deux. Donc très bien, on a une bonne illustration, une bonne mécanique pour rendre compte du stress, de la fatigue. Et on va retrouver cette mécanique de réserve aussi dans le groupe, c'est-à-dire que va avoir un pool de dés, voilà, regroupé, et les joueurs vont pouvoir, avec l'autorisation du groupe, utiliser ces dés de réserve de groupe pour, encore une fois, tout simplement, soit les utiliser au titre de l'effort, hein, donc comme on l'a vu tout à l'heure, soit au titre du sang-froid. Voilà, et là encore, le groupe va pouvoir perdre ou gagner des dés de réserve, comme le joueur à titre individuel va pouvoir perdre ou gagner des dés de réserve. Donc mécanique assez intéressante. Alors après, effectivement, quid de quand le groupe est séparé, quid aussi si on a envie de faire des parties un joueur AMJ, bon, voilà. Mais bon, après c'est pas grave, c'est pas déterminant dans la mécanique, c'est un élément supplémentaire. Concernant le combat, des règles intéressantes, moi je trouve, même très intéressantes à certains égards, même si quelques maladresses encore, moi je trouve dans la manière de rédiger, de présenter ces règles-là. Alors vous allez voir. Réaction. Comment j'interviens dans le jeu, combien j'interviens en combat, on va dire, plutôt, eh bien, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va avoir une difficulté à mon jet de réaction qui va être différente selon l'état dans lequel je me situe, si je suis offensif, actif ou passif. Il va être plus difficile d'être, je dirais, d'avoir l'initiative quand je suis plutôt passif, et plus facile quand je suis offensif. Et ça, je trouve ça intéressant, que la mécanique le traduise avec un système assez simple de difficulté de 5, 7 ou 9, selon l'état dans lequel je me situe. Très bien. Ensuite, mécanique que je trouve très intéressante, c'est que si on a un niveau de compétence élevé, c'est-à-dire quand on est effectivement notamment confirmé, expert, voire maître, on va pouvoir choisir la difficulté que l'on s'impose. Si je suis débutant, la difficulté de mon action de combat, elle est à 7. Mais dès que je suis confirmé, je peux choisir 5 ou 7. Et quand je suis expert, je peux choisir 5, 7, 9. Quel est l'intérêt de cette mécanique ? Eh bien, quand j'ai le choix d'une difficulté, je peux choisir de m'infliger une difficulté importante pour mettre cette difficulté en opposition. C'est-à-dire que le seuil de difficulté que je m'impose, je l'impose aussi à mon adversaire. Ça, je trouve ça très intéressant dans la mécanique de combat. Voilà. Par contre, ce que je trouve un peu mal fichu, c'est la manière dont on le rédige, encore une fois. Je vous donne un exemple. Au début d'un tour, avant que les actions ne soient annoncées, il est possible de dépenser des dés de sang-froid, patati patata. L'oracle n'effectue qu'un seul jet de réaction, ok. L'ordre du jeu. On m'a pas expliqué ce qu'est un tour, on va m'expliquer déjà maintenant l'ordre du jeu. Quand vient son tour d'agir, ok, mais c'est quoi un tour ? On m'a pas expliqué. Chaque joueur décrit l'action de son personnage. Un personnage a le droit d'effectuer un déplacement par tour, nanana. Vous avez noté, hein, chaque joueur décrit l'action de son personnage. En cas d'égalité, patati patata, on peut décaler son action, très bien. Difficulté croissante. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire ? Chaque personnage dispose d'une action première par tour. Ok, mais tour c'est quoi ? On m'en a pas parlé, toujours. Hein. On m'a pas dit ce que c'est un tour. Une action entre guillemets première, ça veut dire que j'ai des actions suivantes. Eh bien oui, dès la deuxième action du joueur, lors d'un même tour, c'est quoi un tour ? La difficulté de chaque action supplémentaire est augmentée de 2 jusqu'à un maximum de 10. Ok, donc on me parle de tour, je sais pas ce que c'est qu'un tour, on m'a dit plus haut, quand vient son tour d'agir, chaque joueur décrit l'action de son personnage, sous-entendant qu'il va pas en avoir plusieurs, avant qu'on fasse peut-être un autre tour. Bon, alors évidemment, si on a un peu d'expérience, et notamment quand on va poursuivre sa lecture, on va se dire « Ah d'accord, je comprends ce que c'est un tour, maintenant je vais rétro-pédaler de 2-3 pages, et ça va prendre sens. » Mais normalement, j'ai pas à faire ça.
quand c'est bien rédigé, normalement, je dois progresser dans l'assimilation de mes règles sans avoir à me projeter un peu plus loin pour revenir en arrière et comprendre ce qu'on m'a dit il y a 2-3 pages plus tôt. Et moi, j'aime pas quand un jeu me propulse 2-3 pages plus loin pour comprendre ce qu'il m'a dit 2-3 pages avant. Je trouve ça, voilà. Qu'ils viennent compléter, oui, mais qu'ils me donnent pas les clés de compréhension d'un truc. Voilà, soit ils me les donnent tout de suite, soit ils complètent après, mais je veux pas obtenir les clés de compréhension 3 pages après d'un truc qu'on m'a présenté 3 pages avant, quoi. Vous avez compris l'idée. Bon, voilà, si ce n'est ça, voilà, on va comprendre comment tout ça fonctionne. Après, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir effectivement avoir des actions en combat assez variées, avec un peu des prouesses martiales, on va dire, donc on va pouvoir convoquer. Ben ça c'est intéressant parce que alors c'est de la microgestion, oui, ok, mais là elle est à dose encore homéopathique et entendable pour moi. Vous allez voir qu'après on va aller peut-être un peu trop loin, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr pour moi, on va aller trop loin dans la microgestion, et ce qui fait que le système il va plus devenir pertinent, et il est même à mon avis il est plus adapté, quoi. Ça c'est plus intéressant de jouer avec ce système là à un certain point, vous allez voir. Mais là pour les techniques de combat, ok, ça fonctionne, je vais pouvoir faire voilà, utiliser des règles spéciales quand je vais utiliser un coup bas, que je vais faire un double tir à l'arc. Bon, c'est intéressant, ça va ajouter du spectaculaire dans un monde de dark fantasy avec des illustrations telles qu'on les voit ici. Ça donne envie de se filer, hein, ça donne envie de sortir l'épée et d'y aller. Donc intéressant qu'on ait des règles de combat qui nous permettent de nous projeter dans des compétences martiales et des figures martiales spectaculaires. Ça sert le récit et ça sert le propos. Complètement d'accord. Au sortir des règles de combat, le jeu va nous inviter à créer un groupe, hein, puisqu'avant de créer des personnages, on va tout d'abord créer le groupe. Donc il va s'agir de déterminer le concept historique de ce groupe, les objectifs, l'instinct du groupe, hein, c'est une mécanique à part entière, vous verrez son nom, etc. Là va se poser une difficulté pour moi, puisque dans le concept et l'historique du groupe, on va demander aux joueurs de réfléchir ensemble, d'où sont-ils originaires, ce qui déjà implique que eux ils pensent déjà à leur personnage. Donc vous voyez, déjà créer le groupe avant les personnages, bon. Bref, d'où sont-ils originaires? Comment se sont-ils rencontrés? Ont-ils un événement fondateur en commun? Prennent-ils leurs décisions ensemble? Est-ce qu'ils reconnaissent un chef? Est-ce qu'ils ont des alliés, des relations avec d'autres communautés, etc.? Autant de questions qui me paraissent très compliquées à compléter pour des joueurs qui sont en phase de création, puisque, à mon sens, sauf à s'être frappé l'intégralité des 450 pages, telles que vous l'avez fait, en prenant des notes et en vous cassant le cerveau, hein, sincèrement, ça va être très compliqué pour eux de se projeter dans cette création-là. Donc, là, à mon avis, faiblesse de la mécanique, c'est-à-dire que sur le papier, je comprends bien l'idée, mais en pratique, pour moi, ça fonctionne pas des masses. Alors, notez avec moi, hein, chaque groupe dispose de 2 capacités de groupe et d'une capacité instinct de groupe. Notez bien que là, on commence à rentrer dans du management, du micro-management même, et je pense que ça va tuer un peu le jeu, vous allez voir. Nom du groupe, etc. Une fois créé votre groupe, passons à la création de personnages. Là, on va dérouler des étapes successives avec le concept, étape 0, le signe astrologique, étape 1, le choix du peuple d'où l'on vient. Là, très intéressant, puisqu'on va avoir des champs de compétences de prédilection, des compétences de débutants, des avantages, des désavantages qui sont liés à son origine, hein, selon que l'on soit de Avorae, Babel, l'Empire du Soleil Noir, Fakar, de la Horde, etc. Bon, jusque-là, très bien, ça va différencier nos personnages, les caractériser, leur apporter vraiment des différences. On va déterminer nos réserves de dés, notre caractéristique, on va déterminer la réputation, les compétences, etc. L'instinct. Le joueur choisit l'un des 10 instincts, donc vous avez vu, on a parlé tout à l'heure d'instinct de groupe, on va maintenant parler d'instinct individuel. On va aussi, si on va jusqu'à l'étape 10, créer l'élu, son éclat et son dieu. Donc là, je vous invite à ne pas forcément le faire en première partie, hein, loin de là, parce que vous allez voir qu'on va rajouter encore des couches de mécanique si on part dans ce délire-là, et que ça me paraît un petit peu prématuré, puis ce serait dommage de s'en priver. Mais imaginons que vous vouliez aller jusque-là, eh bien vous êtes au niveau de la rencontre, hein, vous avez rencontré votre éclat, le joueur va appliquer des augmentations de caractéristiques, rendez-vous page 368, il va falloir déterminer la sphère d'influence aussi de l'éclat de l'élu, page 372, il faudra aussi bien déterminer quelles sont les essences primaires et secondaires de son éclat, page 337, et voir aussi comment son élu va lui apporter des faveurs, hein. On a droit à 2 faveurs mineures parmi les essences auxquelles la divinité est liée, et on va
prendre donc des faveurs que l'on retrouvera page 384. Donc voilà la navigation. Donc voilà, je comprends, voilà, on va naviguer dans le bouquin, mais trouve ça, un coup en avant, deux coups en arrière, telle page, ça rend tout ça ça manque un peu de fluidité, quoi, selon moi. Une fois passé la création de personnages avec ses différentes étapes, qu'est-ce que l'on va retrouver, selon vous? Eh bien, les étapes de la création de personnages. Et non, la vidéo ne bug pas, rassurez-vous, vous êtes bien dans lecture classique, il n'y a pas de problème. On va reprendre étape 0, concept. Étape 0, concept. Étape 1, signe astrologique et peuple. Étape 1, le joueur. Donc voilà, on va faire une synthèse de la création avec les différentes étapes à une page d'écart des étapes que je viens de passer. Là encore, un peu maladroit, quoi, au niveau de l'organisation des informations, et puis quel intérêt, quoi. Franchement, quel intérêt. Ensuite, on va passer à la progression des personnages et du groupe. Alors là, le système d'expérience, on va rentrer encore dans du micromanagement. Alors, je comprends l'idée, il n'y a pas de souci, mais j'ai envie de dire quel intérêt, vous allez voir. C'est-à-dire que on va tout simplement gagner des dés d'expérience. Et quand on va vouloir cranter de l'expérience, dans la phase d'expérience, donc il y a une phase d'expérience qui peut être déclenchée au cours d'un même scénario, les dés d'expérience vont être gagnés et dépensés, et ils vont nous permettre tout simplement, on va pouvoir choisir de jeter un certain nombre de dés d'expérience, et on va avoir des seuils plus ou moins difficiles à atteindre, et si on réussit à les atteindre, eh bien on va pouvoir développer ses compétences. Bon, très bien, ce qui veut dire qu'on va soumettre l'évolution de son personnage à la réussite d'un jet de dés. Pourquoi pas? Mais voilà, un peu de frustration, parce qu'imaginez, vous mobilisez quand même un gros capital de dés, vous dites, allez, j'ai envie de bien réussir, je jette 5 dés, et puis il n'y en a aucun qui fonctionne, voilà les boules, quoi, parce que c'est un peu compliqué. Alors, je comprends l'idée, mais qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que ça a un intérêt, en fait? C'est-à-dire que ça fonctionne, la mécanique, on la comprend, ça ajoute encore une dose de mécanique, mais c'est quoi l'intérêt? J'aurais bien voulu que l'auteur, là, nous explique qu'est-ce qu'il veut émuler avec ce système, c'est-à-dire qu'est-ce que ça raconte, et ça malheureusement ça manque un petit peu. Voilà pour ce qu'il en est de cette création, vous voyez, qui est finalement assez complexe, où on navigue entre pas mal des choses, et où on commence à sentir qu'il y a pas mal d'éléments de micro-gestion qui sont en train de se mettre en place, et qui selon moi, c'est à partir de ce moment-là que la mécanique n'est plus au service du jeu. C'est à partir de ce moment-là que la mécanique, pour moi, elle nous perd, elle est inapplicable, vous allez comprendre pourquoi, enfin, à mon sens, très difficilement applicable, et ça n'a pas d'intérêt, quoi. Ça tue le jeu, et c'est dommage, parce que je pense qu'on aurait pu opter pour un système beaucoup plus simple, et qui aurait raconté autant ce que l'on a envie d'émuler et de raconter. Je comprends pas l'intérêt de rentrer dans cette micro-gestion-là, mais vous allez voir que on va encore parler d'autres choses, notamment des instincts, et ça va pas aller en s'arrangeant. Rappelez-vous, on l'avait noté ensemble, il y a déjà un instinct que l'on va devoir déterminer pour le groupe, mais aussi un instinct pour le joueur, sachant que vous avez plusieurs joueurs à table, et que chaque joueur aura son propre instinct, excusez-moi pour l'articulation. Qui dit instinct, dit aussi des principes et des interdits, c'est-à-dire que chaque joueur qui a un instinct, le groupe a son propre instinct, rappelez-vous, va avoir des principes, par exemple construire, créer quelque chose de valeur, mener une communauté à se dépasser, se surmonter, ça c'est pour l'instinct architecte, mais aussi des interdits, détruire, quitter une communauté, engendrer le chaos, agir sans réfléchir, défier la hiérarchie, favoriser l'individualisme. Donc, des principes et des interdits. Sachant que dans ces interdits-là, je vais avoir des interdits qui sont plus forts que d'autres, qui sont considérés comme plus significatifs. Alors là, ces instincts et ces interdits vont pouvoir faire évoluer les jauges selon qu'on les respecte ou qu'on va à leur rencontre. Les fameuses jauges dont je vous ai parlé, qui sont les jauges de réserve qu'on a vues tout à l'heure. Est-ce que vous le sentez venir un peu le pataquès très compliqué là dans lequel on est en train de mettre le doigt, avec des instincts qui sont propres à chaque joueur, qui vont venir entrer déjà en collusion, enfin en conflit les uns avec les autres, peut-être même en conflit avec l'instinct du groupe. Si déjà vous avez la carafe qui chauffe là, avec ces histoires d'instinct dont je viens vous parler, c'est pas terminé les copains, parce que reste encore le dieu. Et oui, je vous rappelle, vous jouez des élus, vous incarnez des porteurs de dieu quelque part, un peu comme dans Bloodlust, mais en beaucoup plus compliqué. Alors votre dieu, eh bien très bien, vous allez déterminer son essence, d'accord? Alors il y en a une centaine, très bien, ça fait un bon choix, d'accord? Et votre dieu, il va avoir des désirs, des obligations, accéder à toujours plus de richesses, combattre les ténèbres, ne jamais céder à la tentation, et j'en passe. Et comme je vous l'ai dit, certains de ces désirs relèvent de l'ordre de l'obligation, ce qui veut dire qu'à ne pas les respecter, eh bien vous risquez de rompre le lien avec votre élu.
Là, je crois que vous êtes ébouillanté. Hein. Si vous aviez la carafe qui chauffe, là, maintenant, ça a débordé, c'est sûr. Et oui, c'est très compliqué parce que vous avez l'instinct du groupe qui va commander des principes et des interdits. Vous avez l'instinct de votre personnage qui va commander des principes et des interdits. Là, je parle bien de votre personnage et pas des 3 ou 4 autres personnages à la table qui, eux, aussi ont leur propre instinct et leurs propres interdits auxquels il va falloir bien sûr ajouter les principes et les interdits des désirs des dieux que chacun va porter, puisque si vous jouez à Gods, c'est bien pour un moment donné être porteur d'un éclat et avoir des pouvoirs divins. Je vous raconte pas le pataquès, et je pense que vous l'avez compris, dans lequel vous avez mis le doigt quand vous êtes rentré dans cette micro-gestion de micro-gestion de micro-gestion. C'est-à-dire que là, on va passer plus de temps à gérer la synergie, les interdits et les autorisations de chacun qu'à vivre une histoire, quoi. Et c'est bien là le problème, c'est-à-dire que la mécanique trouve ses limites, et elle trouve à ce point ses limites, que quand je pousse un peu plus loin, on parle des interdits, hein, l'attachement, le meurtre, la colère, à un moment donné, j'arrive, page 342, et là j'ai un gros bandeau rouge sur le côté, qui parle des dieux opposés, d'accord? Il arrivera forcément que certains membres d'un même groupe d'élus aient des dieux au désir en partie ou totalement opposés. Mais ce problème se posait également avec les instincts individuels. Je viens de vous lire le truc, hein. En fait, ils sont ni plus ni moins en train de vous dire, je vous passe, hein, parce que c'est tout un passage de texte. Là, en fait, ils sont en train de vous dire, le système ne fonctionne pas. Pour moi, ce passage-là, page 342, est un aveu d'échec. Ça ne marche pas. Et voilà. Et on parle là-dedans. Et je trouve que c'est bien dommage, parce qu'on avait un matériau superbe. Alors, j'ai mis quelques réserves, hein, ok, je suis peut-être un peu dur. Mais là, on a enterré le bébé, quoi. C'est très dommage, parce que je pense que il y a très peu de joueurs qui vont jouer by the book, quoi. Ça me paraît même difficile, ou alors si on le fait, mais c'est au sacrifice du rythme, au sacrifice d'une histoire épique que l'on va pouvoir raconter. Moi, je peux rien raconter d'épique, je peux rien raconter qui embarque avec des règles de micro-gestion telles que celle-ci. Je vous ai parlé d'équilibre et aspect? Non. Je m'en doutais. Alors, équilibre et aspect. L'équilibre est constitué de 2 jauges, d'accord? Donc, on va avoir 2 jauges distinctes qui représentent les 2 aspects, hein, qui président à la nature des élus, à savoir l'humanité et la divinité, d'accord? Alors, elles peuvent être en déséquilibre, hein, ces jauges, hein, évidemment, puisque entre les 2 jauges, voilà, on peut avoir une différence, au moins 3 si on joue en épique, ou 4 si on joue en légendaire. Là, on estime qu'on est en déséquilibre. On peut être aussi à 0 dé dans un aspect, voilà, mais je vais vous la faire courte, hein, c'est mieux. Gain de dés et d'aspect, d'accord? Le personnage peut choisir, ce n'est pas obligatoire, hein, là je lis, hein, de gagner un dé d'humanité à chaque réveil, avant la phase de guérison naturelle, hein, mais uniquement, j'insiste bien là-dessus, si ces 2 réserves sont pleines. La fatigue et les blessures peuvent donc empêcher ce gain éventuel. Oh, le livre tombe. Peut-être trop d'informations dedans. Le personnage gagne un dé d'humanité s'il réalise un acte qui lui rapporte une gratification personnelle, mais, attention, hein, va à l'encontre de son instinct. Il gagne 2 dés si cet acte est particulièrement significatif. De fait, vous l'aurez compris, lorsque le personnage enfreint l'un des interdits de son instinct dans la poursuite de son intérêt, je précise entre parenthèses, ou de celui de son groupe si leurs intérêts convergent, évidemment, il gagne 1 dé ou 2 dés d'humanité. Attendez, une fois par jour, le personnage gagne 2 dés d'humanité lorsqu'il se soigne, ou est soigné évidemment, d'une blessure mortelle par des soins ou guérisons naturelles, hein, précisons, hein, aucune forme de magie doit être impliquée là-dedans. Les blessures mortelles doivent juste être rétrogradées, hein, elle n'a pas besoin d'être entièrement éliminée, hein, évidemment. Voilà, enfin, excusez-moi, j'oubliais, si le personnage réalise une performance ou une œuvre exceptionnelle, alors c'est compétence, il le précise entre parenthèses, art ou artisanat uniquement, hein, pas le reste. Alors attention, ça implique un jet difficile 7, mais un jet difficile 7 avec un handicap 3. Alors je vous rappelle, handicap 3, ça veut dire qu'il faut faire, ça annule 3, donc ça veut dire qu'il faut faire 4 réussites, hein, pas se tromper, hein, parce qu'on a vite fait de se planter. Il peut regagner un dé d'humanité, mais une fois par jour. D'accord ? Alors, si la performance est réalisée devant un public nombreux, ou l'œuvre, puisqu'on peut réaliser une œuvre offerte à une communauté à laquelle elle rend hommage, hein, le personnage peut regagner 2 dés d'humanité à la place. Alors, ce gain n'est pas obligatoire, évidemment. Le personnage, il gagne aussi un dé de divinité lorsqu'il réalise un acte significatif. Mais alors, il faut que ça corresponde au désir de son dieu, hein, tel que défini avec l'oracle. Hein. Donc, l'oracle, c'est le maître de jeu. Il gagne 2 dés si cet acte est particulièrement significatif.
Hein. Le personnage, excusez-moi, j'ai pas terminé, hein, gagne également 1 dé ou 2 dés, divinité, lorsqu'il participe à convertir. Alors, convertir, mais sincèrement, hein, d'accord, et sans contrainte, des humains à son dieu, d'accord. Enfin, sacrifier un dieu ou un animal, un objet contenant de l'essence, permet de regagner 2 dés de divinité. Alors attention, uniquement si l'essence contenue permettait de pratiquer un rituel majeur. D'accord, première condition, et qu'il s'agit de l'essence primaire du dieu, hein, pas l'essence secondaire, hein, d'accord. Voilà. Bon, il y en a encore, mais je sais pas si je vais continuer parce que je sens que je vous perds, hein. Je sais pas, mais je sens que je vous perds. Bon, enfin, vous l'avez compris, quoi. Très compliqué. Et une fois que j'ai passé tout ça, alors j'ai pratiquement lu mot à mot, hein, sincèrement, je blague à peine. Utiliser les dés d'aspect, parce qu'on va vous expliquer à quoi ça sert ces dés d'aspect. Mais on va pouvoir les utiliser pour maximiser les chances de réussite, mais également utiliser des capacités d'éclat et de faveur, d'accord. Alors maximiser les chances de réussite, vous savez, alors faut pas confondre avec les jauges de réserve dont j'ai parlé tout à l'heure, hein. Vous vous souvenez au début de la vidéo? Si, rappelez-vous, j'ai parlé de jauge de réserve. Les jauges de réserve effort et sang-froid. C'est les dés qu'on va prendre avant le jet de dés, après le jet de dés. Voilà. Hein? Vous vous rappelez pas? Bon, bah écoutez, vous regarderez la vidéo. Hein. Oui, mais faut écouter, faut suivre, les gars. Faut suivre. Voilà. Donc très compliqué. Très, très compliqué. Tout ça, c'est très, très compliqué. Ouais, très compliqué. De toute façon, ce livre, je dirais, est à compléter avec le livre de l'Oracle, hein, qui est un livre qui, pour le coup, me paraît essentiel parce que il va répondre aux secrets du jeu. J'en ai pas parlé puisque, vous voyez, je me suis vraiment concentré sur le jeu de base, mais le livre de l'Oracle, alors je vais pas vous le présenter ici, ça ferait une vidéo beaucoup trop longue, je voulais surtout parler du livre de base, va venir apporter des réponses très importantes et surtout dévoiler, expliquer tous les secrets du jeu. Et ça, c'est appréciable sur ce jeu de rôle-là. Manque, a priori, une campagne pour ce jeu, ça mériterait une campagne pour mettre en action tout ça. Campagne, à mon avis, pas simple à écrire et à développer si on veut faire quelque chose de qualité. Mais voilà, on a les cartes aussi. Voilà, bon, je suis passé vite, je vous mettrai quelques cartes qui sont magnifiquement illustrées. Voilà, j'ai un trou, mais je mettrai le nom de la personne qui a fait les cartes. Olivier Sanfilippo, voilà. On a vraiment de très 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 belles cartes là pour le coup. Fiche de personnage aussi que je trouve très jolie, très agréable à l'œil, qui donne envie de jouer, qui invite au voyage, si ce n'est que quand on sait un peu regarder, je pense qu'il y a des red flags sur cette feuille personnage. Vous voyez, quand je la regarde, je pense qu'on voit venir toutes les difficultés que je pointais tout à l'heure. Voilà, c'est-à-dire que sur le recto, tout va bien, hein, on a nos caractéristiques, nos spécialités, etc. Et puis dès qu'on va attaquer le verso, les ennuis commencent, on va se dire tiens, on parle d'instinct, de principe, d'interdit, de capacité d'instinct, j'ai aussi des avantages, des désavantages. Ah, je vois qu'après on va me parler d'instinct de groupe, de réserve de groupe, avec aussi là des principes, des interdits, des objectifs mineurs, majeurs, qui sont peut-être pas les mêmes que les miens, hein, les objectifs du groupe, les objectifs du groupe, pardon, mes propres objectifs. Ah, attendez, c'est pas terminé, les armes, les techniques, ok, tout va bien. Ah, jauge d'équilibre, qu'est-ce que c'est que ce truc? Humanité, divinité, le dieu. Ah d'accord, il a des capacités, des faveurs. Ah mais il a aussi lui aussi des interdits, des principes. Enfin voilà quoi, vous avez compris. Pour moi, cette mécanique-là, les instincts, les interdits, les instincts qui sont propres au personnage, qui sont propres au groupe et qui sont pas forcément en résonance avec les instincts du dieu qui vous accompagne, qui sont pas forcément non plus en cohérence avec les instincts du groupe. C'est injouable. Franchement, c'est injouable. Et c'est vraiment dommage parce que si on avait arrêté la mécanique plus tôt, ça fonctionne, quoi. Et je pense qu'on aurait pu imaginer quelque chose de beaucoup plus simple pour garder toute la richesse, tout le panache qu'on a, qui nous est décrit avant. Alors j'ai pointé quelques maladresses avant sur le jeu, sur la manière de présenter ça, sur la surabondance de détails, mais à la limite, pourquoi pas, c'est de la richesse, donc on peut passer outre, on peut se dire, voilà, ça va être difficile à digérer, ça va demander beaucoup d'investissement de la part du meneur pour mettre ça en action, mais quand on arrive au niveau des règles, et qu'on commence à passer les règles de combat et à rentrer dans ces histoires d'instinct, d'interdits, etc., on se rend compte, sans jouer, franchement, je pense qu'à la lecture, on se rend compte que c'est très difficilement applicable. Et ce que je trouve un peu dommage pour aller au bout du truc, c'est que... alors, j'ai pas envie, alors je vais me prendre des sauts de caca là encore, mais... Graal d'or quand même.
Graal d'or. Donc ça veut dire qu'on considère que création française top qualité. Ben ouais, mais pas top qualité sur tous les points. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il y avait en face, mais sincèrement, au niveau du système, pour moi ça fonctionne pas. Et je suis surpris d'ailleurs que ceux qui ont fait la présentation et la review de ce bouquin, ben ils le pointent pas. Je crois que j'ai vu personne pointer, franchement, dans l'analyse de ce jeu, tout le monde dit c'est super, c'est génial, c'est magnifique, ok, mais quand on met les mains sous le capot, je sais pas quoi. Je sais pas. Bon, écoutez, voilà, vous savez ce que j'en pense. God, pour moi, c'est un très bon jeu, sincèrement. Enfin, un très bon jeu, un très bon univers. C'est pas un très bon jeu, c'est un très bon univers. J'ai pas développé le livre de l'oracle, tout ça, mais sincèrement, il y a un univers dingue, une belle richesse. C'est, à mon avis, surabondant en informations. C'est parfois un peu maladroitement écrit, c'est-à-dire que ça veut avoir du style, mais je trouve que ça se perd un peu. C'est un peu gras des fois dans l'écriture. C'est mon avis, hein, encore une fois. Mais ça, on peut passer outre parce que on a vraiment une création là. L'univers est beau, quoi. L'univers est crédible. Il y a des enjeux importants. C'est mature. Il y a plein de choses à raconter. Et ça, c'est super, d'accord. Mais alors cette mécanique, non, quoi. Là, je dis non. Je pense qu'il aurait largement gagné à aller dans une mécanique plus simple. Et je vous invite à pas forcément bouder le jeu. Allez-y. Hein. Le jeu je pense qu'il était pas très cher, moi, quand je l'ai acheté à l'époque, par rapport à la quantité, au matos, on va dire. Mais je pense que vous ne jouerez pas by the book. Hein. Voilà, ça me paraît difficilement envisageable et qu'on peut-être y adjoindre une mécanique un peu plus simple, hein, voilà, une mécanique dans laquelle vous allez pouvoir émuler un peu ces tensions qu'il peut y avoir entre l'élu et son porteur. Et je pense que rentrer dans le détail de dire tiens, on va ajouter des jauges de groupe, les relations dans le groupe, les instincts du groupe qui rentrent voilà en contradiction ou qui rentrent en résonance, etc. Tout ça, on n'aurait pas dû l'explorer, on aurait dû laisser ça à la narration, à ce qui se raconte à table, et se contenter, à mon avis, de rentrer dans les tensions, et c'était bien assez déjà, hein, ça demande beaucoup, ça raconte beaucoup, et ça raconte suffisamment que de parler peut-être des divergences qui peuvent y avoir entre un élu et le dieu, l'éclat dont il est porteur, hein, ces espèces de deux volontés qui parfois peuvent rentrer en résonance, mais parfois aussi ne pas se rencontrer, voilà, avec l'instrumentalisation aussi de l'un sur l'autre. Enfin, je pense qu'il y avait beaucoup de choses à raconter, très intéressantes, et que ça aurait gagné à se concentrer là-dessus, et pas chercher à rajouter des couches et des surcouches de mécanismes là, qui vont venir gripper toutes les prises de décision. Mais vous avez compris, je suis déçu en fait, je suis déçu parce que la promesse était belle, et je trouve qu'elle est gâchée par cette mécanique. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite sur ce une belle continuation. Je vous dis à très bientôt pour Actual Play, critique de jeu, peut-être critique de jeu, hein, parce que j'ai quelques jeux en retard là que je souhaitais vous présenter, ou des capsules, enfin toute chose qui peut avoir attrait à notre loisir. Je vous dis à bientôt.